Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. L'adoption en Guinée du projet de loi relatif à la création de nouvelles communes. Un texte voté par le CNT à l'unanimité en séance plénière. Au total, 17 communes ont été créées. La tournée économique du Premier ministre sénégalais Amadou Ba. Le chef du gouvernement s'est notamment rendu à Ziguinchor pour visiter le chantier de l'aéroport. Coût estimé du projet, plus de 20 milliards de francs CFA. Et puis le bilan de l'IFC Private Sector Day au Cameroun, un rendez-vous organisé à Douala par la Société financière internationale. L'occasion de donner la parole au secteur privé, toujours confronté à des difficultés d'accès au financement. Mais tout d'abord, l'investiture ce samedi 20 janvier du président Félix Tshisekedi en République démocratique du Congo. Il doit prêter serment au stade des martyrs de Kinshasa. 18 chefs d'État y sont attendus. Sur cette liste, le dirigeant sud-africain Cyril Ramaphosa ou encore ses homologues sénégalais et togolais, Macky Sall et Faure Gnassingbé. Une journée qui pourrait néanmoins être perturbée par des manifestations de l'opposition. Martin Fayoulou et Moïse Katumbi ont en effet appelé leurs partisans à manifester ce samedi. Les deux candidats malheureux à la présidentielle de décembre 2023 continuent de réclamer l'annulation des élections. Et ce malgré le verdict de la Cour constitutionnelle qui a confirmé la victoire du candidat numéro 20 avec plus de 73% des voix. Le redécoupage territorial est acté en Guinée. Le Conseil national de transition a approuvé ce 18 janvier le projet de loi relatif à la création de nouvelles communes. Avec ce texte, les autorités entendent décongestionner Conakry, la capitale qui concentre 50% de la population urbaine sur 1% du territoire. Les précisions de Gladys Mamba. Mettre fin à l'urbanisation incontrôlée en Guinée, c'est l'objectif affiché du projet de loi adopté à l'unanimité par le CNT, Conseil national de transition, le 18 janvier. La création de nouvelles circonscriptions a été approuvée. 10 nouvelles communes urbaines et 7 communes rurales vont être érigées à Conakry et dans ses environs. Ce projet de loi apporte des éléments de réponse pertinents face à cette explosion urbaine de Conakry et constitue un bon début de solution. Il faut une véritable planification pour parler de développement. Et la véritable planification urbaine s'inscrit dans le cadre d'une vision parfois d'un siècle ou d'un demi-siècle. Et Conakry s'achemine inexorablement vers, si rien n'est fait, vers le chaos de Lagos, ayant conduit à l'élection d'Abuja comme capitale fédérale du Nigeria. La modification du découpage administratif a notamment pour but de décongestionner la capitale Conakry, qui concentre 50% de la population urbaine du pays sur 1% du territoire. Cette importante croissance démographique a entraîné une forte demande en matière de services publics de base et d'infrastructures locales. L'adoption de la loi nous permettra de faire bénéficier à nos citoyens d'une meilleure prestation des services publics, de jouir pleinement de la personnalité juridique et morale et l'autonomie de gestion à l'image des autres communes du pays, mais également de bénéficier de l'appui technique et financier du gouvernement et de ses partenaires dans la réalisation des infrastructures socio-économiques de base. En adoptant ce projet de loi, le Conseil national de transition ambitionne de faire de l'urbanisme un levier de développement intégré et durable. Dans ce contexte, le président du CNT a proposé l'émergence d'une nouvelle capitale politique. La ville de Dabola, située au centre de la Guinée, pourrait jouer ce rôle. On reste en Guinée où les restrictions d'accès à Internet persistent. Pour dénoncer cette mesure, un rassemblement était prévu ce 18 janvier à l'appel du syndicat des professionnels de la presse. Un rassemblement qui s'est finalement soldé par l'intervention des forces de l'ordre. Plusieurs journalistes ont également été interpellés. Reportage de notre correspondant Nabila Kamara. En Guinée, l'Internet et plusieurs médias sont inaccessibles par les populations. Et le syndicat des professionnels de la presse de Guinée veut exiger du gouvernement la levée de ces restrictions injustifiées selon eux. La corporation a appelé ce jeudi 18 janvier 2024 à des manifestations dans le Grand Conakry avec pour message principal la libération des ondes des médias brouillés
et le rétablissement de l'accès aux réseaux sociaux en Guinée. Nous demandons à ce que l'État libère les réseaux sociaux, libère l'Internet, libère les médias. Donc ils ont intérêt à résoudre le problème maintenant là. S'ils ne le font pas, beaucoup d'autres revendications viendront se greffer à la principale revendication. Cet appel à manifester du syndicat de la presse de Guinée n'a pas laissé indifférent le gouvernement guinéen. La veille, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation a rappelé sur la télévision nationale l'interdiction de toutes les manifestations sur la voie publique. Les défenseurs des consommateurs et du mouvement social guinéen, eux, réitèrent cependant leur détermination à défendre l'intérêt des populations guinéennes. Aujourd'hui, nous sommes tous frustrés par la situation qui prévaut dans notre pays. Donc pour nous, venir ici, c'est tout à fait naturel. Aujourd'hui, nous devons déjà lancer le signal et vraiment asseoir une nouvelle stratégie, une stratégie de lutte. Parce qu'on ne peut pas rester insensible à ce qui est en train de se passer. C'est pourquoi nous profitons de cette situation pour lancer un appel solennel à tous les consommateurs de se mobiliser dans les jours à venir. Et ceux qui vont se fatiguer, même si le combat prendra 1 an, nous allons faire le combat. On ne va jamais accepter que les médias se ferment par la faute de l'ARPT ou de la transition. Et aussi, les consommateurs ne vont jamais subir la restriction maintenant de l'Internet. La manifestation était censée se dérouler dans les grands ronds-points du Grand Conakry ce lundi 18 janvier 2024 de 9h à 15h. Mais sur le terrain, ce mouvement de protestation s'est réduit à l'enceinte de la Maison de la Presse où une dizaine de journalistes ont été arrêtés puis conduits dans des unités de gendarmerie avant d'être relâchés plusieurs heures après. Retour à présent sur la visite du Premier ministre sénégalais Amadou Ba en Casamance. Le chef du gouvernement s'est notamment rendu à Ziguinchor où il a visité le chantier de l'aéroport. Un chantier qui entre dans le cadre du programme de réhabilitation des aéroports du Sénégal lancé en 2018. Les détails avec cher Omar Camara. Au Sénégal, le Premier ministre Amadou Ba a visité mercredi 17 janvier le chantier de l'aéroport de Ziguinchor, actuellement en construction dans le cadre d'une visite économique dans le sud du Sénégal qui a débuté dimanche 14 janvier 2024. Les travaux qui ont coûté au Sénégal 24 milliards de francs CFA devraient être réceptionnés le 15 février 2024. Ils représentent un investissement important dans la région, dotant Ziguinchor de 2 aéroports uniques. Accueilli par une foule visiblement heureuse, le chef de gouvernement a visité différentes zones de la plateforme aéroportière. Cette visite a été accueillie par joie par les habitants de Ziguinchor qui voient dans cette infrastructure un potentiel de croissance économique et d'ouverture sur les autres régions. Le Premier ministre a visité l'aéroport international de Ziguinchor, qui est aussi un important chantier que l'État du Sénégal a réalisé. Et cela nous rend fiers, parce que dans tout le pays, je pense que c'est la Casamance qui a eu la chance d'avoir 2 aéroports internationaux. C'est l'aéroport de Cap Skirring et l'aéroport de Ziguinchor, flambant neuf, et donc vraiment les bâtiments sont extraordinaires. Et en regardant l'aéroport de Ziguinchor, c'est une fierté en tant que Casamassé, et nous attendons impatiemment l'ouverture vraiment de cet aéroport. Après cette étape, cap sur Cap Skirring dans le département d'Oussouye où le Premier ministre Amadou Ba a effectué plusieurs visites, dont certaines auprès d'autorités culturelles et religieuses. La délégation du Premier ministre a ensuite été reçue par le roi d'Oussouye, Sa Majesté Sibylle Mbaye Diédhiou, avant de terminer sa tournée économique au Cap Skirring où elle s'est envolée pour Dakar. Nous sommes restés 3 jours en Casamance. Nous avons accompagné le Premier ministre et visité différents lieux où ils ont lancé des projets, dont le monument du bateau de Djola et d'autres infrastructures à Ziguinchor. Le succès que nous avons vu a largement dépassé nos attentes. Cela a été fait avec le soutien de M. Doudouka, ministre de la Planification économique et de la coopération. Monsieur le ministre Doudouka. A noter que la tournée économique dans les 3 régions de Casamance, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor a été marquée par plusieurs inaugurations, musée mémorial Le Diola pour 3 milliards de francs CFA, pont Baïla, Djouloulou, aménagement et bitumage de la boucle des Kalounaï, y compris 1 km de voirie de Koubanaou pour plus de 28 milliards de francs CFA, le poste de santé de Fanda. Le chef de gouvernement a aussi effectué plusieurs visites de chantiers d'infrastructures structurantes, le projet de réhabilitation de la route Sénoba-Ziguinchor-Mpac et de désenclavement des régions sud pour 115 milliards de francs CFA.
Comment renforcer la contribution du secteur privé à la croissance du PIB au Cameroun? La question était au cœur des échanges lors de l'IFC Private Sector Day, un rendez-vous organisé le 17 janvier par la Société financière internationale, institution affiliée à la Banque mondiale. L'occasion pour le patronat camerounais d'exprimer ses attentes. Reportage de notre correspondant Narcisse Oum. Au Cameroun, le secteur privé a contribué à hauteur de 0,3 points de la croissance du PIB au troisième trimestre 2023, selon l'Institut national de la statistique. Pour améliorer la contribution du secteur privé au Cameroun, la Société financière internationale a réuni le 17 janvier 2024 à Douala, dans le cadre de l'IFC Private Sector Day, une centaine d'acteurs du secteur privé. L'objectif de la rencontre, discuter des moyens de renforcement du secteur privé local et de soutien du développement économique durable et inclusif dans le pays. Les urgences sont comme je vous dis, de rencontrer donc ces acteurs du secteur privé et de comprendre et de connaître quels sont les différents projets qu'ils ont et voir quels sont les différents besoins en financement qu'ils ont et voir dans ces termes comment est-ce que la SFI peut intervenir et voir aussi est-ce que l'État a un rôle à jouer en termes d'amélioration du climat des affaires. À ce jour, le portefeuille d'engagement de la SFI au Cameroun s'élève à 144,6 milliards de francs CFA, soit 242 millions de dollars. Ces investissements sont principalement réalisés dans les domaines des infrastructures numériques, des chaînes de valeur agricoles et de l'accès au financement pour les PME. Toutefois, le secteur privé camerounais demeure confronté à des obstacles liés aux conditions d'accès à ces placements. Il est important de s'adapter à ce dont nous avons besoin. Les conditions de financement de la SFI sont juste intenables. Donc l'une des choses aujourd'hui que la SFI devrait faire, c'est d'adapter, changer radicalement les conditions de financement. Pour répondre à ces inquiétudes, la branche de la Banque mondiale spécialisée dans le financement du privé propose de nouvelles offres. L'accès au financement de la SFI doit être vu dans un contexte de comment est-ce que nous pouvons aider les entreprises. Et nous avons réalisé que, par exemple, en ayant plus de personnel ici à Douala, ça permet d'avoir un meilleur dialogue et donc d'accélérer les délais, d'aller beaucoup plus vite et de décaisser nos fonds beaucoup plus rapidement. Donc je pense que c'est une des critiques que nous avons écoutées, justement qu'il faut pouvoir répondre plus rapidement aux besoins de financement. Durant les 5 dernières années, IFC a mis en œuvre plusieurs projets, y compris des projets de transformation, notamment dans le secteur de l'énergie, où elle joue un rôle majeur dans le financement et le développement du projet Natigal. Les investissements dans le pays au 31 août 2023 s'élevaient à 227,1 millions de dollars, couvraient essentiellement le secteur des infrastructures, manufacturiers et financiers. L'actualité, c'est aussi le lancement de l'initiative Timbuktu lors du Forum économique mondial de Davos, un fonds lancé par le Programme des Nations Unies pour le développement en partenariat avec les pays africains. Son objectif, soutenir l'écosystème des startups sur le continent. Pour ce faire, le fonds mobilisera et investira 1 milliard de dollars. Il devrait permettre de créer 10 millions de nouveaux emplois. Notons que le Rwanda a annoncé une contribution immédiate de 3 millions de dollars. Le Rwanda qui parallèlement vibre au rythme de la CAN, la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue actuellement en Côte d'Ivoire. Malgré l'absence de leur équipe, les Rwandais suivent de près l'évolution de la compétition. Notre correspondant fraterne d'Akaïsenga est allé à la rencontre des amoureux du ballon. Julie Nour est une Marocaine qui habite au Rwanda depuis 7 mois. Sa terre natale lui manque, mais en ce soir du 17 janvier 2024, elle retrouve un peu les couleurs marocaines à travers le football. Elle suit avec concentration le match qui oppose les Lions de l'Atlas aux Taifa Stars de la Tanzanie et bien sûr, la victoire remet du sourire à son visage. Un bon début pour la route vers la victoire selon cette experte en gestion des réseaux sociaux. Je suis très heureuse et je pense que, non pas je pense, je suis sûre qu'on va gagner la CAN et je suis très fière de mon pays. Même si les Amavubi du Rwanda ne participent pas à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, les Rwandais suivent ce qui se passe en Côte d'Ivoire. La compétition est au cœur de la majorité des émissions sportives à la radio comme à la télé.
une autre façon de faire vivre aux Rwandais la compétition. nk'abanyamakuru iyo hari igikombe nk'iki cy'Afrika ni kimwe niyo hari ibikombe by'Iburayi igikombe cy'isi. En tant que journaliste, quand il y a une compétition comme la CAN, nous préparons des packages spéciaux pour ceux qui suivent nos émissions sportives et ils sont nombreux. Mais je trouve que cette CAN n'est pas particulièrement très suivie comme on l'avait imaginé. Et il y a une raison. Elle se passe en même temps que d'autres compétitions en Europe. Et pour un pays comme le nôtre qui ne participe pas, les gens choisissent quelquefois de suivre les matchs européens. Et comme sur les gradins des différents stades ivoiriens, ici à Kigali, tout le monde a une équipe qu'il souhaite voir remporter cette Coupe d'Afrique des Nations, à défaut de jouer la finale de la compétition. Mon cœur ne balance pas. Évidemment, c'est le Cameroun, puisque je suis d'origine du Cameroun. Quoi. Donc, impossible n'est pas camerounais, comme on dit. Donc, je suis certaine que... J'espère, en tous les cas, qu'on va gagner. Plusieurs équipes ont la chance de gagner. Le Maroc est très bien construit. Le Sénégal qui est le champion en titre et la Côte d'Ivoire qui joue à domicile. Mais on pourra être surpris par des équipes comme celle du Cap-Vert qui a très bien commencé la compétition. Au Rwanda, comme dans le reste du continent, la CAN est un rendez-vous immanquable pour les amoureux du ballon rond qui se retrouvent dans divers sites pour vivre la passion du football. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.